Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Franjo. Je suis avec Ilias et une légende du stand-up. J'ai nommé Elie Semoun. Non, alors une légende peut-être du stand-up, non. Alors, une légende des personnages. De l'humour. De l'humour. Exactement. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est gentil, merci. J'ai envie de dire merci d'être là. Oui, excellente référence, merci. Bah de rien. Donc tu as le bon goût de Micheline qui est célibataire en Turquie et qui te remercie, qui te félicite pour ta carrière. Arrête-moi parce que sinon je continue jusqu'à la fin de la journée. Non, merci d'être là. Merci. On a une petite. Bonjour, c'est Monsieur Patel, c'est pour dire rien du tout. Et comment? Salut, c'est Toufik, je suis de la cité des Bois Fleuris. Je peux te les faire tous. Ouais, tu peux. Là, moi, je me rappelle de. Je vais te mettre une golden. Et ça, c'est resté une référence dans mon groupe de potes. Ah ouais. Je vais te mettre une golden. Mais moi-même, je m'en souviens pas. Eh ben voilà, c'est marrant parce que nous, c'était une référence. C'est drôle, hein. C'était arrête ou je te mets une golden. Et c'était de toi. Je connais un mec qui s'est fait tatouer La Bagarre aussi. Vous connaissez le sketch La Bagarre? La Bagarre. Ouais, ça me dit les deux débiles, les deux mecs de sécu. Oui. Et à chaque fois, Franck, il fait La Bagarre. Oui, si, je me souviens. Bon, c'est marrant comme on fait des trucs et t'as des choses qui nous échappent. Oui, complètement. Ça devient des rêves et tu dis, mais c'est fou. Et exactement. Parfois, t'as un mec qui te croise, il dit, gros pédé. Tu dis, c'est pareil. Bon, oui. Je me rappelle, j'avais un sketch aussi où je faisais non, je ne suis pas un écureuil. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça a fait une sorte de trend sur TikTok. Sur TikTok. Et j'improvisais une chanson et je disais n'importe quoi à la fin de la chanson. Et il y a des blogs, en fait, des mecs qui se sont réunis pour savoir exactement ce que je disais. Pour eux, c'était un mystère. C'est vrai. Voilà. Ouais, il y a des c'est un mystère pour moi aussi. Qui nous échappent, on sait pas d'où ça vient. On a un petit rituel avec Ilias. Pardon. Ilias aime bien présenter les humoristes avec ChatGPT. Voilà. Ouais. Donc c'est très succinct et c'est parfois. Vous êtes pas fait très chier. Faux. On s'est pas fait chier. Vas-y Ilias, je t'en prie. Elie Semoun. Ce que ChatGPT dit de toi. Alors, Elie Semoun est une légende de l'humour français. Un humoriste, réalisateur, acteur avec une longue carrière sur scène, au cinéma et entre autres à la télévision. Cette année, il joue son nouveau spectacle Cactus en tournée en toute la France et à l'Européen à Paris en début 2026. Il est le roi du second degré. Monsieur Elie Semoun est avec nous. Ouais, pas mal. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Ouais, c'est vrai. J'imagine que vous avez déjà essayé de demander à ChatGPT quand vous étiez devant un mur pour écrire un sketch. C'est vrai que c'est nul. Ah, c'est nul, mais c'est incroyable. Non mais franchement, avec un recul, un jour je me suis dit, parce que je galère, tu vois, je voulais faire un sketch sur le fait que j'étais vieux papa, jeune papa, je sais pas. Donc j'ai demandé à ChatGPT et ça m'a pondu un truc, mais pourri de chez pourri. Mais je pense qu'il est bon pour brainstormer. Mais écrire, j'ai l'impression que c'est non. Bah heureusement, parce que sinon on est dans la merde. Mais non, mais tu fais partie des optimistes. Mais il y en a qui vont te dire, non, bientôt il fera des sketchs meilleurs que nous. Non, j'y crois pas. Ça dépend le mec qui te l'a dit. Si c'est un gars qui a un humour, un talent médiocre. Oui. Peut-être que ça va l'arranger lui, mais je crois pas. Bah, moi, je me sers de ChatGPT parce que je trouve qu'il fait une belle synthèse de certains sujets. Mais alors, écrire des blagues. Non, c'est pas possible. Impossible. Déjà, il est un peu, selon moi, un peu trop précautionneux. Tu vois, il veut pas sur le racisme et tout. C'est nul. Surtout. Désolé, je ne peux pas traiter un noir. Si, on te bien demande sûr. Pardon, excuse-moi. C'est marrant, tu parlais de Cactus. Tu reprends ton spectacle, donc le Cactus, sur scène. Je le reprends pas, c'est un nouveau. C'est ça, tu reprends la scène. Complètement nouveau. Complètement nouveau. Pourquoi Cactus? Mais je t'emmerde. Non, mais je voulais un titre court, facile à retenir. Et puis, peut-être quand vous avez fait vos recherches, vous avez vu que j'aimais les plantes. Oui. Bon. Alors voilà, j'aime les plantes, donc c'est un hommage à une plante que j'aime beaucoup. Et puis ça pique, voilà. Mais vraiment, vraiment, ça pique. C'est pas du tout. Tu sais, arrivé à mon âge, en fait, au bout du 8e spectacle, et puis avec Dieudo, ça doit en faire 10 ou 11. T'as plus rien à perdre. Donc tous les sujets les plus immondes, je les aborde. Et oui, alors on peut dire que ça pique. Ouais. Voilà, en effet. J'ai vu un extrait où, pour le coup, tu fais du stand-up. Oui, alors c'est grâce aux mecs comme toi que je fais 20 minutes de stand-up, ce qui est énorme pour moi. Wow. En fait, au début du spectacle, parce que j'ai beaucoup fréquenté
Pas autant que toi. Les comédie clubs, pas autant que toi. Tu fais de la scène aussi. Non, beaucoup. Ah ouais, juste en tournée, quoi. Bon, d'accord. J'ai beaucoup fréquenté les comédie clubs pour roder des trucs, et puis parce que Gad et Kev ont insisté pour que je vienne, etc., en disant que ce serait une surprise pour les gens, blablabla. Bon, j'ai été. Et j'ai vu des gars qui faisaient du stand-up et ça m'a donné envie de me moquer d'eux. Donc en fait, je fais je peux le dire, je m'en fous. La salle est dans le noir. Moi, je prends le micro et je fais: mesdames et messieurs, bonsoir, Clermont-Ferrand, machin. Aujourd'hui, je vais donner ma scène. Je donne ma première partie à Jean Abdoul. Et donc, c'est moi qui arrive. Et là, j'aligne tous les clichés du stand-up. Donc tu nous défonces. Donc il arrive en tant que stand-upper. Quand tu viens d'avoir mon spectacle, je pense que ça te fera rire. Ouais. Voilà, c'est Jean Abdoul, il arrive, voilà, il fait donc, il remercie Élie Zemmour. Je remercie Élie Zemmour de me laisser faire sa première partie. J'aurais préféré que ce soit Dieudonné, mais bon, on prend ce qui reste. Hein. Donc je me prénomine, machin, et après il fait tout par applaudissement, il clash les mecs du premier rang, etc. Ça, tu l'as travaillé dans les comédie clubs, sur Offridge? Non, parce que j'ai été voir Roman Fraissinet à l'Olympia, et en première partie il y avait Ahmed Sparrow. Ouais. Et Ahmed, il a commencé à faire, sans dire bonjour aux gens, il fait: franchement, vous trouvez pas que c'est des fils de pute, les hommes politiques, et blablabla. Et je me suis marré, je me suis dit: mais comment on peut commencer un numéro comme ça? C'est fou. Et voilà, j'ai eu envie de. Et ça t'a donné. Ça m'a donné une inspiration pour ce Jean Abdoul. Mais souvent je parle trop, non? Non, justement. Non, mais souvent nous, on est fatigués, donc vas-y. Ah bah voilà. Non, mais souvent l'inspiration, elle vient d'un truc minuscule. Tu le sais sûrement. Tu te promènes dans la rue, tu vois quelqu'un qui marche bizarrement, tu te dis: tiens. Bon, moi, c'est plutôt les personnages, mais tiens, je vais faire un handicapé moteur sur scène. J'ai envie de me balader comme ça et de parler comme ça. T'allumes la télé, tu vois un pédophile qui pleure parce qu'il dit qu'il est amoureux d'une fille de 12 ans et il dit que c'est vraiment un vrai amour, etc. Tu te dis: putain, c'est dingue. Paf, t'écris un sketch sur un pédophile. Wow. Tu vas accompagner ton père à l'EHPAD, t'écris un sketch sur l'EHPAD. On se débarrasse de tout ce qui est gênant, ce qui fait peur. Et le petit sketch de Jean Abdoul, c'est venu comme ça. C'est venu en voyant Ahmed Sparrow sur scène. Alors je sais pas comment il le prendra. Moi. Ah, Ahmed, je lui en ai parlé. Moi j'adore ce qu'il fait. Je trouve. Moi aussi. C'est un des grands frères du stand-up pour moi, parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé très très fort. Et puis il a une bonne gueule, il a des belles dents. C'est vrai. C'est vrai qu'il a des belles dents. Et son sketch sur les mecs qui fument, tu sais. Qui fume des clés USB là, enfin moi je dis ça dans le sketch, mais je lui ai pas volé, mais tu sais, il parle des mecs qui fument des vapoteuses. Ouais, des vapoteuses, et qui ont des brouillards personnels autour d'eux. Enfin je sais pas si t'as. Oui, si, j'ai vu. Super drôle. Bah moi je l'ai beaucoup vu un comédie club, et je trouvais que c'était quelqu'un de qui commence à avoir la renommée qu'il mérite. Complètement. Parce que le problème de Ahmed Sparrow, je m'éternise pas dessus, c'est qu'il a un petit côté un peu, tu te dis, est-ce qu'il est gentil? Et en fait, quand tu le connais vraiment, t'as raison, il est sympa. Super gentil. Ouais. Alors, l'autre problème aussi je rebondis là sur les comédie clubs, un truc que j'ai remarqué, c'est que il y a des gars qui sont là depuis 7 ans, mais que personne ne connaît, et qui passent, ça fait 5 ans, 7 ans, qui rôdent leur spectacle, qui ne sort jamais. Ouais. Et en fait, c'est un gros piège, parce que tu peux devenir une sorte de fonctionnaire des comédie clubs. Ouais. Tu fais un comédie club, 2, 3, 4 dans la soirée, tu gagnes peut-être 200, 300 balles, je sais pas. À la fin du mois, tu te fais un petit salaire sympa, sauf que t'as pas fait avancer ton spectacle. Non. Et t'as pas pris de risque. C'est vrai. Alors que nous, les plus vieux, on faisait pas ça, nous. On se lançait direct. T'arrivais avec 1 heure, et que si c'était de la merde, c'était 1h30 de tunnel, quoi. Ouais, mais après, ça te force à modifier ton spectacle d'une manière beaucoup plus rapide. Le mien, là, au début, j'étais pas fier. Hein. Quand j'ai joué à Auray, à Caen, vous savez, dans les théâtres de l'Ouest, etc., pour roder le spectacle, j'étais pas fier parce que je me disais, merde, ça va pas. Là, je me suis trompé d'ordre dans le sketch, etc. Mais ça a été super vite. Au bout de 10 représentations, j'avais mon
Ta trame, ton truc. Oui, et je savais ce qu'il fallait enlever, ce qui était plus faible, ce qu'il fallait retravailler. Et il faut savoir qu'il y a quand même 30 ans de scène aussi derrière. Oui. Tu vois. Donc parce que moi je me mets 1 heure là sans test. Tu te chies dessus. C'est horrible, c'est un TEDx quoi. Mais franchement, moi j'ai le besoin d'aller tout valider en comédie. Je sais. C'est dur, tu vois. Oui, mais le problème c'est que moi je trouve ça artificiel parce que les mecs qui sont dans les comédie clubs, ils viennent pas te voir précisément. Ils en voient plein d'autres. Toi, t'es en flippette parce que tu te dis tiens, telle vanne a marché au Fridge, mais elle a pas marché au Joke, donc tu reviens encore sur et ça peut prendre un temps fou. C'est vrai que ça peut prendre un temps fou. Ouais. Néanmoins, moi, ça m'aide à savoir si une blague va être acceptée par le plus grand nombre. Tu vois. Même par les gens qui me connaissent pas en fait. Ça me permet d'évoluer et de dire ok bon ben là cette vanne elle, même si les gens me connaissent pas ils vont rire quand même tu vois. Je comprends mais il faut que tu sois rapide. Oui. Voilà. Faut pas que ça dure 3 ans quoi. Mais le problème c'est que moi ça dure vraiment longtemps. Ouais. C'est ça ouais. C'est pas une bonne question. Non mais c'est dommage parce que moi je pense contrairement à toi que si justement tu prends un risque, tu prends le risque de te lancer dans le vide. Et ça va te forcer à aller beaucoup plus vite dans tes changements. C'est sûr. Parce qu'un beat, ça fait mal. Hein. Ah bah oui. Ça fait un silence après une vanne, ça fait super mal. C'est horrible. Tu te dis merde, et puis ça te déstabilise dans ta tête. T'as ta petite voix qui te dit putain, je suis un nul, je suis ringard, j'aurais jamais dû dire ça, etc. Ouais, ça fait mal. Je cherche un exemple, mais ça fait mal. Un exemple que j'ai entendu sur internet te concernant sur les beats. Oh, parce que là j'en ai un si tu veux, j'ai même quelque chose. Marco Mouli, ça te parle? Oh putain. Non, c'était horrible. Attends, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc. Le beat de ta vie carrément. Oui, c'était la honte. Avant d'en parler, j'ai une question pour toi. J'ai quelqu'un un ami qu'on a en commun qui m'a envoyé une question. Ah ouais. Voilà, peut-être tu vas le reconnaître. Voilà. Alors c'est parti et c'est. Je voulais te dire qu'une chose seulement. Je sais que tu es un grand comique, je sais que je t'adore et tout le monde t'adore. Vraiment tout le monde t'adore. Mais je voulais te demander quelque chose. Tu sais qui je suis aujourd'hui. Avant la bar mitzvah, tu ne savais pas. Donc dis-moi quelque chose. Est-ce que tu penses que si tu savais qui j'étais, t'as compris, tu serais venu quand même à l'amitié comme t'as fait? Gros bisous, je t'aime. Donne-moi ta réponse. Je l'ai posée à tout le monde. À Gad Elmaleh, à tout le monde, à toutes les stars qui sont venues. Ils m'ont tous répondu. Il y en a eu un qui m'a dit quelque chose qui m'a pas plu. À toi de répondre. Gros bisous, je t'aime. Salut. Marco. Donc en fait, il s'adresse à moi, Semoun, ou alors. Il s'adresse à toi. Il dit salut Elie Semoun, la légende. En fait, j'explique l'histoire, mais il est pas en. Il est sorti il y a pas longtemps. Cavale, non? Non, je sais pas vraiment. On sait pas en fait. Parfois je vois des vidéos de lui, il est en Ferrari, je me dis mais il y a 2 jours j'ai vu une interview de lui où il rentre en prison, je sais pas quoi. Marco Mouli, pour remise en contexte, c'est quelqu'un qui a fait une énorme arnaque au carbone 14 à l'époque. Il a fait je sais pas combien d'années de tôle, c'est ça? 8 ans. Oui, il a pris ça, mais. Bon, après on connaît le système. Alors, en fait, l'histoire, c'est que j'ai un copain qui me dit voilà, il y a un mec qui te file, je sais plus combien c'était, 5000 balles en liquide pour aller faire un sketch de genre 10 minutes. C'est dans une bar mitzvah, il s'appelle Marco Mouli. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Enfin, je vais pas citer les noms parce que je veux pas les mettre dans. Mais il y avait tout le showbiz là-bas. Donc je me suis dit, putain, quand même, c'est pas mal. C'est difficile de refuser un truc pareil. Et puis à l'époque, on pouvait se faire payer en liquide, je pense. Enfin, c'était il y a plus de 10 ans. Même maintenant, il y a encore des gens. Maintenant. C'est-à-dire. Vas-y, donne-moi les plans. On sait ce que c'est. Parfois, il y a les gens, ils disent je te donne une enveloppe en cash, etc. Voilà. C'est bon. Non, mais c'est génial. Et donc j'y vais. Je sortais d'un spectacle, je sais plus où, j'avais joué quelque part, et j'arrive super vite. Enfin, j'étais pressé. Enfin, j'étais pas pressé, merde, j'étais en retard. Enfin bref.
Et j'arrive, on me présente, je crois, Marco Mouli. Je savais pas du tout qui c'était. Hein. Je me fous dans une pièce comme ça. Je vois plein de feuges traditionnalistes. Et je commence à faire mon sketch de Kevina. Kevina, à l'époque, elle posait des questions à sa grand-mère parce que elle voulait être lesbienne. Et je me souviens de ce sketch. Voilà. Et elle lui demandait comment tu faisais quand tu étais jeune, etc. Ouais. T'abordes la masturbation, voilà. le truc hardcore. Et ça parlait de la masturbation et tout. Et au fur et à mesure où je joue le sketch, je vois des femmes se boucher les oreilles, quitter la salle. Je vois un mec passer qui va aux chiottes et qui me tape sur l'épaule en me disant « Ça va, Ellie ?» Genre hyper mal poli, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, comme je suis hyper sensible, je me plante dans mon texte. Donc je fais n'importe quoi. Je me prends le beat de ma vie. À la fin, je dis au mec qui m'a branché sur le coup, et je lui dis écoute, j'en veux même pas de ce pognon, c'est horrible, c'est atroce. Et le mec me dit bah rassure-toi, Marco Mouli, vu que tu t'es planté, il veut même pas te donner, il veut te donner la moitié. Donc voilà, ça a été une expérience horrible. Et comment je pourrais répondre à sa question. Mais en fait, qu'est-ce qu'il entend par? Je savais pas qui il était. Non, je savais pas qui il était. Je savais que c'était un mec qui avait plein de thunes. Ouais. Je savais que il était comme une caricature un peu. Tu sais, c'est la caricature qu'a fait Gad d'ailleurs quand il a fait Coco. Il a beaucoup pensé à lui, je crois. Je savais ça, mais franchement, j'étais aveuglé par le cachet. Ouais. Voilà. Ce qu'on comprend, on a tous, surtout quand t'es artiste, tout à fait honnête. Quand t'étais pas à ce stade-là de la carrière, t'avais besoin d'argent, et donc c'est normal de devoir juste gagner sa vie. Donc, si, j'étais à un beau stade de carrière, mais je sais pas, ce pognon, je me disais c'est du pognon facile, quoi. Ouais. Ben en fait, tu vois. Rien n'est facile. Non, rien n'est facile, et bien mal acquis ne profite jamais. Exactement. Non, sinon Marco, je sais pas, peut-être qu'il va peut-être regarder cette interview, mais je le trouve truculent, je le trouve complètement fascinant. Fascinant. Ouais, c'est une caricature. Ouais, c'est une caricature, mais je sais pas à quel point il le sait et à quel point il joue avec. Bah, il le sait. Je sais pas. Je pense qu'il est beaucoup plus malin que ce qu'il nous donne à voir. Il est toujours en train de dire plein de trucs complètement aberrants il sait que c'est des mi-blagues, mi-mythos. Ouais. Et je pense qu'il est mais on m'avait dit un truc qui m'avait fasciné, c'est que semble-t-il, alors je veux pas le je crois qu'il sait ni lire ni écrire. Moi, en tout cas, il me répond par l'écrit. Et donc, c'est-à-dire qu'il lit mes messages. Donc ça, je pense que ça aussi, c'est faux, tu vois. Et t'as raison, je pense qu'il est beaucoup moins con que ce qu'il veut laisser paraître. Tu vois, ça l'a avantagé, je pense, de passer pour un débile, notamment pour profiter et gagner de l'argent sur le dos des autres. Voilà, sans le juger, hein, mais évidemment, je pense qu'il y a une part de génie. Je pense qu'il y a une part de génie chez lui qui est pas bien. Il est fascinant. Il reste fascinant. Tu parlais des comédie clubs. J'ai une question là-dessus. Toi, tu fais partie maintenant donc pour moi du podium, enfin si je peux me permettre, des humoristes qui ont marqué donc notre génération en tant que ancienne génération, donc considérée telle quelle. Comment tu vois la nouvelle génération venir? C'est quoi ton œil là-dessus? C'est mieux, c'est moins bien? Non, c'est pas ça, parce que je me permettrais pas, ça fait vraiment vieux con, mais alors, j'essaye de comparer avec ce qu'on a quand on a commencé au Café de la Gare, il y a donc une trentaine d'années, peut-être plus que ça, avec Dieudonné. En fait, il y avait une scène ouverte, ça s'appelait le Field, voilà. Après, ils sont allés au Trévise. Et après, ça a disparu, je crois, non? Je crois que ça existe encore. Ça existe encore, le Field. Donc, n'importe qui pouvait passer des sketchs. C'est-à-dire le même concept que maintenant. N'importe qui peut venir sur scène et raconter n'importe quoi. Sauf que il y en avait beaucoup moins à notre époque. Là, il y en a beaucoup plus. Sauf qu'en fait, il y a un tri qui se fait naturel. Donc, il peut y en avoir encore plus. Allez-y, les mecs. Mais c'est le public qui décidera. Ouais. Donc, vous pouvez y aller. Moi, ça me gêne pas. Juste là, je vais parler en vieux con. C'est que, mais ça, je te l'avais dit, je crois. Quand on monte sur scène, je trouve qu'il faut bien s'habiller.
Bon, je regrette, c'est un détail, je sais que c'est un détail, mais je regrette que les mecs, on a l'impression qu'ils étaient ligne 13, ils arrivent au Comedy Club, ils viennent faire leur truc, après ils vont à un autre. Ça m'énerve parce que il y a une sorte de respect pour le public à avoir. Peut-être que le public s'en fout, peut-être que c'est moi qui suis vieux jeu. Mais je me rappelle quand quand on a commencé avec Dieudonné, Muriel Robin nous avait mis en scène pour le premier spectacle, et la première chose qu'elle nous avait dit, les mecs, vous venez pas habillés comme ça. Vous vous habillez, vous mettez une chemise blanche, un truc comme ça. Au début, on s'est foutu de sa gueule, et puis après, on a compris que il faut faire ça, je pense. Après, il y a une exigence sur les textes qui parfois n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation, peut-être beaucoup de mecs, que ce qu'ils racontent est intéressant, mais souvent c'est un peu superficiel. Je trouve qu'il y a pas. Ça manque de fond. Voilà, ça manque de fond. Mais après, quand tu fais du stand-up. Si, regarde Roman Frécinet. C'est pas un grand philosophe, mais en tout cas, il aborde des sujets qui sont originaux. Et ce que tu fais profond. Aussi. Ouais, parce moi, que en toute, c'est pas en fausse humilité, j'estime pas être au niveau de la profondeur des textes de Roman, mais j'essaye d'y arriver. Oui, mais tu tends à ça, j'en suis sûr, parce que t'as plein de choses à raconter. Tu vois, je sais pas. Léa Landau, tu connais Léa Landau? Ouais, bien sûr, ouais, c'est une pote. Ok, elle a la particularité d'être une femme et d'être lesbienne. Et quand elle a commencé le stand-up, elle n'en parlait pas. Et je lui dis, mais enfin Léa, c'est dingue. Parle de ça, c'est super drôle. Norman, au début où il a commencé, je sais qu'il a eu un malheur dans sa vie, je sais pas lequel, mais un truc avec son père ou sa mère, je sais pas. Ah, mais c'était pas dans les écoles primaires ou un truc comme ça? Je sais pas, mais en tout cas. Un malheur pour les autres. Un malheur, non, mais bon, bref. J'ai mal choisi Non, j'ai mal choisi. Mais en tout cas, ce que je conseillerais, c'est de se servir de ce qui nous est totalement personnel, et pourquoi pas dramatique, pour faire rire. Alors, je vais me servir de moi comme exemple, pardon, mais par exemple, moi j'ai l'âge où malheureusement mon père est décédé et je l'ai amené dans un EHPAD. T'en parles, ouais, il a eu Alzheimer, etc. Voilà. Il y a eu un reportage. Ouais, il y a eu un documentaire là-dessus. Ouais. Et sur scène, je raconte, je dis voilà, je trouve qu'il y a des moments dans la vie qui sont difficiles. Le moment où tu déposes ton fils à la crèche et le moment où tu déposes ton père à l'EHPAD. Et là, je commence le sketch en disant bon bah papa, voilà, écoute, je me suis renseigné, c'est le meilleur EHPAD de la région, hein, ça s'appelle Mon Beau Sapin. Et après je déroule le truc et en fait on s'aperçoit que c'est quand je dis là-bas il y a la directrice de l'EHPAD, je dis là-bas c'est un dressing, c'est cosy comme ah non c'est une chambre, ah c'est pour une personne, ah c'est petit pour une personne, ah c'est pour deux, ah d'accord, ah oui en effet il y a une dame, mais elle dort ou elle est morte? Ah elle est morte, ah d'accord. Et bref je me marre avec ça, c'est horrible. Ouais. Mais je trouve que personne d'autre que moi ne peut faire ce sketch. Et il faudrait que chaque artiste, qu'on puisse dire, là, il y a personne au monde qui peut raconter ce qu'il raconte. Alors que il y en a certains, c'est là où je veux en venir, qui sont complètement interchangeables. Tu prends les textes de machin, tu les mets à machin, tu vois aucune différence. C'est vrai. Mais toi, ce qui t'inspire, c'est voilà ce que t'as vécu. Ma critique. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il y a des textes qui sont interchangeables, c'est vrai. Ouais. Et en fait, moi par exemple, hein, parce que je parle de choses que je connais, j'aborde des sujets qui me touchent pas. Donc évidemment que tout le monde peut entre guillemets en parler, tu vois. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi j'imagine que si on prend mes textes, si les vannes sont bien écrites, ça va marcher dans la bouche de quelqu'un d'autre. Peut-être que je me trompe, tu vois. Non mais est-ce que ça fait de ça un texte? Est-ce que tu es croyant? Oui, enfin je suis croyant. Ouais. Oui, bah pourquoi tu développes pas ça dans cette époque où personne ne croit en rien? Par exemple, je sais pas, c'est une chose qui me vient à l'esprit, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que si tu veux qu'on se souvienne de ton travail, il faut qu'on puisse le reconnaître dans l'instant. Bigard, on reconnaisse, même si on n'aime pas ce qu'il... Enfin, moi, je suis pas un grand fan, mais... Blanc, connasse. Non, mais bref, en tout cas, il a un style à lui. Oui. J'ai un style...
je sais pas, chacun a un style. Et il faudrait que, tu vois, moi je trouve, ça c'est mon obsession, c'est être original, ne pas ressembler aux autres. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. C'est aussi mon obsession. Cet humour formaté là, Findus, surgelé. Moi, j'aime pas ça. T'en as marre. Ça m'énerve. Ouais. Voilà. Est-ce que dedans tu mets, j'imagine aussi, tout le travail de ce qu'on appelle d'interaction avec le public, qui selon toi. Si c'est original, pourquoi pas. Ouais. Non, pourquoi pas. Sûr, ouais. Mais si c'est pour demander t'es en couple ou t'es gros, t'as ton pris cours le préféré, c'était à l'école, c'était la cantine, tout ça, bon, c'est pas très. Ah tiens, c'est là, je l'ai faite il y a pas longtemps. Bah voilà. T'allais poser une question? Ouais, j'allais poser une question. Du coup, en fait, c'est vraiment ton parcours de vie qui t'inspire dans tes blagues. Oui. Si t'as vécu quelque chose, du coup, t'en parles à ce moment-là. Direct. Mais tu sais bien, les humoristes, on recycle tout. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Tu vois, on se téléphone très souvent avec Gad. On pourrait faire un podcast, lui et moi, parce qu'on se raconte tellement de choses sur les observations, sur la vie quotidienne, sur telle nana qui a dit ça, tel mec qui a dit ça, tel gars qui nous reconnaît qui a dit ça, etc. Et on se sert de tout. C'est dingue, on recycle tout. Même le pauvre, mon père, il est mort, mais il avait Alzheimer. Mais en quelque sorte, je m'en suis un peu servi. Je l'ai filmé. Et ça m'a aidé parce que, heureusement qu'il y avait une caméra, parce que la réalité, elle est horrible, elle est triste. Mais même ma maman qui est morte quand j'avais 11 ans, sur scène, je dis voilà aux gens, pas dans ce spectacle, mais dans le précédent. Un des 8. Voilà. Je dis voilà, je voulais vous présenter ma maman. Bon, elle est un peu timide, mais bon, je l'ai poussée à venir. Et j'arrive avec une urne. Je la pose et je dis bah voilà maman, je te présente mon public, maman, mon public. Et puis voilà, bref, après je rigole sur les cendres et tout ça. Oh, putain. Mais je dis pas qu'il faut faire ce que je fais, mais c'est là où il y a une différence entre ceux qui veulent faire marrer et ceux qui en ont besoin. Moi je fais partie de ceux qui en ont besoin parce que sinon je pleure tout le temps. C'est une arme en gros pour dédramatiser oui, ce que complètement. tu vis. Il y a un autre écueil un peu là-dedans qui est que quand t'arrives à un truc dramatique, tu vas quand même chercher des trucs marrants. Et ça peut être un problème pour, oui, tu comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Même avec des proches, tu vois, ils t'annoncent des trucs et nous, moi en on tout a cas, une déformation. C'est horrible. C'est horrible. On rigole de tout. Il y a des proches qui me disent mais tu peux pas, ta gueule, tu arrêtes de rigoler. Je sais pas si t'as le problème aussi, mais c'est dur très difficile de pas rigoler, même des trucs qui sont où t'es censé être sérieux. Même auprès je me rappelle, mon ex-copine, il y avait un mec en chaise roulante qui était passé devant moi et qui était un peu déformé, et puis je lui ai dit bonjour comme ça, et elle m'a engueulé après, elle me dit mais putain, mais je lui dis mais non, mais ça l'a fait rire le mec. Oui mais non, mais c'est pas. Oui. Ah bon, ça va alors. Ouais, mais elle m'a dit mais comment tu peux te moquer de ces gens-là parce que c'est pas, mais voilà, c'est une défense qu'on a en fait face à la réalité. Je pense on a peur de la réalité. Ah bah oui. J'ai peur d'être en chaise roulante et d'être complètement déformé, alors je vais faire ça au monsieur. Et puis bon, ça va le faire marrer, heureusement. Mais heureusement. Le pire, c'est que ça sinon, le fait pas rire. Ah non, oui. Parce que ça il se déforme encore plus. Tous arrivé de se foirer. Ça nous est tous arrivé de se foirer. Ah, le cancer. Réellement. D'accord. Bientôt. Tu parlais du field. Donc t'as fréquenté des légendes, notamment Eli Kaku. Ah oui. C'est là que t'as rencontré Pascal Légitimus aussi. Oui. Voilà. Pascal Légitimus qu'on embrasse. Et d'ailleurs, parce que tous les gens étaient chauds pour te poser des questions. Ah bah c'est gentil. Et donc il y a Pascal qui m'a envoyé une petite vidéo. Je te donc. Bonjour Franjo, bonjour Elise Moon, chers camarades, chers confrères, amis de longue date, on peut le dire, amis artistiques. Depuis un certain temps, je me pose cette question, je me dis, je te la pose, et je me la suis posée, quand est-ce que tu seras capable, je pense que tu es capable de jouer un rôle, quand est-ce que tu vas t'y mettre à jouer un rôle purement dramatique, non pas tragique, mais dramatique. Je pense que tu as la mélancolie, tu as les ressources, tu as les sentiments, tu as le matériel pour interpréter un grand rôle digne de ce nom. Alors, à quand? Voilà, c'était ma question.
Je vous souhaite à tous les deux bonne fête de fin d'année. À bientôt, peut-être avant. C'était donc Pascal Légitimus, un tiers des inconnus, entre autres. Tchuss. Merci Pascal. Il est sympa Pascal. J'adore. Il est marrant parce qu'il est toujours très sérieux et puis il met le doigt là où il faut le mettre. Oui, bien sûr, c'est mon rêve de faire mon Ciao Pantin, même si ça a l'air d'être un cliché. Mais ce que je te disais en transparence, c'est que au fond, on profite tous on recycle les choses dramatiques qui nous sont arrivées dans la vie. Mais au fond, notre vraie nature, est-ce que c'est vraiment de faire rire les gens ? Enfin, moi, je suis pas sûr. Certains méchants diront, bah oui, tu m'as jamais fait rire. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont tirer dessus. J'ai donné le bâton pour le... Non, mais ouais, c'est sûr. Évidemment qu'il y a... chez un clown, il y a un enfant qui pleure. Mais oui, ce serait mon rêve. Regarde ce que fait dans... Bourvil dans ce film qui s'appelle La ligne rouge, un truc rouge, enfin c'est un film de Melville en fait. Bref, donc il est incroyable, Bourvil. En plus c'était la fin de sa vie, il avait un cancer le pauvre, donc il a peut-être mis tout ce qu'il y avait de profond, d'épais chez lui dans ce rôle-là. Et ça passe, Coluche aussi, parce qu'au fond de nous, il y a... Enfin, je pense que les humoristes sont de grands... De grands gens tristes. Ouais. De grandes personnes tristes. Pas de grandes personnes tristes, mais en tout cas, de grands acteurs dramatiques, ça c'est sûr et certain. Ouais. Parce qu'on a une épaisseur comme ça. Donc, bien sûr, j'adorerais faire ça. Ouais. Tu penses que tu as ça en toi et que tu pourrais faire chialer les gens plutôt que de les faire rire? Je pense que ça me semble plus facile en tout cas. Les faire rire. Ouais, moi aussi. Je me creuse plus la tête quand je fais mes du cobu pour me dire est-ce que je vais être ridicule, est-ce que je vais être drôle, est-ce que je suis bien est-ce que je suis juste, est-ce que je suis dans la situation, etc. Ouais, je pense aussi que c'est plus facile de faire pleurer les gens parce que parfois même pleurer après c'est facile. Ouais, leur donner des émotions fortes quoi. Parce que même quand à mon sens parfois j'essaie de faire rire les gens, je les fais quand même un peu pleurer, tu vois. Donc c'est déjà rien que intrinsèquement dans notre travail, on a du mal parfois juste à faire rire les gens et on a l'effet inverse. Donc Puis même récemment, il y a plein d'exemples. Moi, c'est Ramzy Bedia qui m'avait choqué dans D'Amour et de sang, une série qui est très tragique. Il a un rôle qui est complètement à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Et on est crédible. Ouais. Alors la première seconde, on dit tiens, c'est Ramzy ou c'est Elise Moon, et puis après on est embarqué. C'est ça. On a ça au fond de nous. On a une fibre dramatique, ceux qui font rire. Danny Boone, il a ça. Tout le monde n'a pas ça. Franck aussi, il a ça. Très fort, ouais. Franck c'est vraiment très très fort. On a tout ça. Je crois qu'il fait Mercato. Alors ça, je sais pas. Comment il fait Mercato, enfin il fait un film où il joue oui, exact. C'est vraiment c'est intense. Vraiment. Oui. Oui, il est très bon comédien. En fait, c'est vrai que quand le problème de la comédie en France, c'est que c'est pas crédible. Tu vois. Ça. Moi, j'ai du mal à sortir de mon Ducobu là. C'est mon quatrième film. C'est mon sixième. Ouais. Et mon quatrième film comme réalisateur et acteur et scénariste et tout ça. Et j'ai dit à mon producteur, c'est fini, c'est bon. J'arrête. J'en ai plein le cul du cobu. C'est pas possible. Non, mais j'adore. Hein. Puis il y en a un nouveau qui sort, mais j'ai plus envie de. Ouais. Ça sort quand ? Le 7 octobre 2026. Jour funeste 2026 parce que ça parle d'Halloween, donc on va le sortir puis il y a beaucoup d'effets spéciaux, donc on met du temps pour le montage et tout ça. Mais oui, je rêve d'autre chose. Sixième, là t'arrives au moment où la coupe est pleine. Mais j'ai envie de me renouveler quoi, surtout. Ouais. 6, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, mais à côté de ça, ça marche. Ça cartonne, c'est une folie. Ça cartonne. Dingue. Et puis je deviens l'idole des petits, des enfants. Et quand tu vas dans une cour de récré, je vais jamais dans une cour de récré. N'importe quoi. Non, mais oui, quand je me balade, quand les enfants me voient, ils hallucinent. Parfois même, il y en a au premier rang de mon spectacle. C'est horrible. C'est pas vrai. Horrible. Ah oui, ils arrivent, parce que ça parle de cul, ça parle de machin, d'échangisme, de djihadisme, de mort. Je suis là, mais je te jure, ça m'a. La dernière fois, j'ai joué à. Peu importe, à Angers ou je sais pas quoi, dans un beau théâtre, et j'avais une maman avec son fils. Ouais. Au premier rang. J'ai fait que penser à lui.
Et à chaque fois, je disais à la mère, bouchez-vous les oreilles là pour ce sketch, etc. Mais bon. Oui, mais c'est le problème d'avoir un peu un spectre d'action qui est hyper large, qui fait que tu fais du cobu et que du bocu sur scène, sur scène du bocu et au cinéma du cobu. Et voilà. Et du cocu dans la vie. Donc en fait, il y a un petit décalage et donc c'est vrai qu'il y en a qui doivent avoir 2-3 surprises. Ouais, putain. Non, et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Moi, j'ai pas mal regardé de vidéos là dernièrement te concernant, notamment tes derniers podcasts où t'as fait un gros podcast légende. Oui. Tu vois, il y a pas longtemps, on parlait justement où t'as reparlé à Dieudonné parce qu'on parlait des duos iconiques. T'en parles souvent. Je vais pas revenir sur avant cette vidéo. Vous vous êtes rappelé, c'en est où cette histoire? Oui, on se téléphone. On se voit, je vais le voir parce qu'il a un bracelet électronique. C'est ça. Non, on s'aime beaucoup avec Dieudo. Vraiment, on s'aime beaucoup. On a vécu des choses très très fortes. Et d'ailleurs, il y a à chaque fois, Guillaume Play, il voudrait nous réunir sur scène, devant des caméras, etc. Je comprends pourquoi il insiste pour ça. Parce que pour lui, ce serait un petit scoop, on en parlerait. L'interview qu'il a fait avec Dieudo, elle a fait des millions de vues, moins que moi, mais c'est normal, moi on me voit souvent. Dieudo, on le voit pas dans des médias classiques, mais qu'est-ce que j'aurais à y gagner, en fait? C'est horrible ce que je dis, mais il a plus à y gagner, lui, que moi. Moi, j'ai des coups à prendre. Lui, il en a aucun. Au contraire, il rentrerait dans une sorte de normalité, on va dire, que je représente. Et puis, ce serait... Alors, en effet, ce serait un beau message. Ce serait une main tendue, peut-être, d'une certaine communauté à une autre. Mais j'ai... Comment te dire? En tout cas, je suis pas là pour mettre des pansements à sa place sur ce qu'il a fait. Moi, je suis pas responsable de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Moi, en tant que juste spectateur, oui. Quand j'ai vu le visio qui a été filmé donc dans Légende, et je vous invite à aller voir l'interview, je me suis dit, waouh, c'est déjà marrant. En 2 secondes, il y a un échange de vannes. T'as pris un coup de pelle, toi, c'est tous les outils que t'as pris dans la gueule. Moi, j'ai trouvé ça marche tout de suite, tu vois. Et c'est vrai que il y a un côté un peu frustrant de se dire, putain, ils nous ont fait marrer de ouf. Mais c'est fini, tu vois. C'est vrai que. J'ai envie de dire, c'est pas de ma faute, quoi. Puis il y a un truc aussi qui est très énervant sur je devrais pas en parler, mais j'en parle sur les réseaux. On me fracasse sur TikTok en disant que je suis un naze, un ringard, balance les chocolats, parce que Dieudo, il avait fait une blague sur les chocolats en disant, de toute façon, Elysée Moon, il remplit plus. Même si on donne des chocolats et des invitations, il y a personne qui vient. Il va dire, envoie les chocolats, c'est ça. Et cette vieille vanne est encore, parce que les fans de Dieudo, c'est des durs. Et je reçois plein de trucs comme ça. Et en fait, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, déjà, moi, je vous invite, si vous voulez. et venez voir ce que je fais. On est complètement dans l'esprit de ce qu'on faisait avant. Et c'est vrai que je suis aussi politiquement incorrect que lui, le racisme en moins, mais c'est exactement pareil. On fait la même chose tous les deux, encore. Mais les gens ont besoin d'être dans un clan et de faire partie d'un clan contre un autre. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de leur dire à ces gens-là, ça m'énerve parce que il faut pas leur répondre évidemment, mais là je suis en train de le faire. Mais venez voir les spectacles, venez voir comme c'est plein, venez voir comme c'est drôle. Mais bon, c'est compliqué, ça sert à rien. Mais c'est vrai que j'entends, et moi aussi, en tant que fan de Dieudo, et du duo qu'on avait, je rêverais de remonter sur scène avec lui, vraiment. C'est vrai que quand je tombais sur cette affiche où toi t'es en il me semble en SS et lui en Ku-Klux Klan, on se serre la main. Putain, je me dis d'aller tellement loin ces gars et vous arriviez à rire de choses et d'ailleurs ça me fait penser, je me dis, est-ce que c'est possible? Tu ressors une affiche comme ça aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Non, clairement non. Parce que le second degré n'existe plus. C'est ce que je dis sur scène, je m'en désole. Le second degré n'existe plus. C'est-à-dire
comment te dire, sur les réseaux déjà il y a des donneurs de leçons, ils te disent ce qui est drôle et ce qui est pas drôle, alors qu'eux c'est des nazes, si tu les mets sur scène ils feraient n'importe quoi, mais ils ont un besoin viscéral de juger et d'aller fracasser ce qui fonctionne. Je sais pas pourquoi, enfin moi ça me viendrait pas à l'esprit de prendre mon ordinateur et d'aller dire à un mec t'es qu'une merde, t'es un nul, t'es un has-been, tes salles sont vides, t'es pas drôle, oh la gênance, c'est Dieudo le plus drôle, c'est bizarre, enfin. Mais faut vraiment avoir du temps libre. Ouais, c'est ça. Non mais j'arrive, enfin. Il y a une phrase qui dit que j'aime bien, c'est que les gens qui te regardent pour te critiquer te regardent autant que des fans. Ouais, c'est ça, exactement. Ça reste des fans. Alors continuez. Continuez. Non, mais qui vous êtes pour juger ? Et donc, c'est toute cette société en fait à qui on peut dire ça à tous ces gens-là. Qui t'es pour juger que j'ai pas le droit de rigoler des handicapés ? Qui tu es pour juger que j'ai pas le droit de me moquer des gros ? Qui tu es pour juger que j'ai pas le droit de me moquer d'un homosexuel ? Pourquoi tu parles à la place de ces gens-là ? C'est insupportable. En fait, ouais. Il y a des vrais combats. Ça, c'est vrai. Il y a des vrais combats, ceux du respect qu'on doit aux femmes, par exemple. Mais il y a des faux combats. Il y a des choses qui sont hallucinantes, qui sont bêtes et qui sont juste là pour faire exister les personnes qui font des procès ou des scandales, je crois. En fait, c'est vrai que souvent les premiers concernés sont pas offusqués par les blagues qu'on fait. Au contraire. Pas du tout. Et ça, je le déplore. Ouais. Moi, je me souviens, je faisais des... Parce qu'on a donné la parole à tout le monde. Et oui. Donc n'importe qui peut s'exprimer. Et il en profite. C'est ça. C'est formidable. Je faisais des blagues racistes en chicha. Ouais. C'est très raciste, hein. Putain, ça a cartonné. Ah ouais, bah bien sûr. Ça a cartonné. Bah ouais. C'était et c'est là que je me suis dit putain, en fait, quand tu fais des blagues sur des minorités avec les minorités, ça marche bien. Bien sûr. Mais souvent les gens qui disent putain, y a pas les minorités, ils se disent ça se trouve c'est horrible. C'est ce que je dis sur scène en disant que je me désole qu'on peut pas se moquer de tout le monde et je dis la seule communauté dont on peut se moquer, c'est les pédophiles, parce qu'il n'y a pas d'association de défense de pédophiles. Sauf l'église. Voilà. Alors, après, évidemment, j'ai mis cet extrait. Je suis catholique. Oui, je sais. Et pour autant, je vais pas me vexer de ça. Alors après, il y en a qui vont dire ouais, ça alimente les clichés et ça continue du coup de stigmatiser. Alors on me dit, quand j'ai mis cet extrait, on me dit mais t'as pas de couilles, t'oses pas te moquer des musulmans, c'est facile de se moquer des catholiques, etc. Venez. Vous allez voir. Dans Cactus, tu remets plein la gueule à tout le monde. Et oui, non, mais je me doute. Mais et c'est là où d'ailleurs j'ai vu donc tes extraits de stand, parce que ça c'est du stand-up pour le coup. Oui, complètement. Tu vois, et c'est pas Jean Mouloud qui débute. C'est pas Jean Abdoul. Non, c'est moi. Donc t'as vraiment des phases de stand-up dans ce spectacle. Il y a 20 minutes de stand-up, chose que j'avais jamais fait. Et que t'as rodé pour le coup. Oui, ça je les ai rodés. Je parle de ma rencontre avec Dieudo. Ça, c'est fascinant, c'est vraiment le truc qu'on te pose, j'imagine, systématiquement en interview, quoi. Ou quand les gens te reçoivent, ils disent alors Dieudo. Bah oui, mais parce qu'on était un duo vraiment iconique. Quoi. C'est vrai. C'est un succès fou, c'est dingue. Et je fais même des extraits de Cohen et Bokassa, un juif et un noir qui se foutent sur la gueule. Et c'est très moderne, en fait. Ben en fait, c'est l'avantage de ce conflit, c'est que c'est moderne depuis longtemps. C'est horrible de dire ça. Quand Dieudo fait Bokassa, après que j'ai insulté les Noirs en disant ça marche les allocations, ça paye les bananes. Enfin, je me comprends. Et quand Dieudo arrive, il fait moi ce que je comprends, Cohen, c'est qu'en 45 les Boches ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Puis il faut pas s'énerver comme ça, Cohen. Il y a pas marqué palestinien. Je vais t'en faire bouffer de la terre promise, moi, tu vas voir. C'est vrai que c'est assez moderne. Mais oui, parce que c'est un conflit qui dure depuis tellement longtemps que c'est des sketchs que tu revois maintenant. Tu te dis, mais c'est quand que ça sort quand ce sketch? Mais tu vois, un peu triste en même temps. Le mot Palestine, quand je dis Palestine, il n'y a pas marqué palestinien. Tu sais, on sent quand il se passe des trucs dans la salle. Là, paf, c'est une chape de plomb. Après, ça rigole. Mais le mot palestinien, qu'est-ce qu'il va dire? C'est dingue. Mais t'as des mots comme ça. Oui, il y a des mots qui sont
comme des glaçons. Juif. Voilà. Alors moi, si je le prononce, je pense que ça peut aller. Mais si toi, tu le prononces, alors ça va pas tout de suite. Mais alors, analysons ça. Pourquoi ? Parce que ça se trouve, il y a des gens dans la salle qui sont pour la Palestine. Enfin, qui sont free Palestine, on va dire, pour résumer le truc. Ou alors, dans la salle, il y a peut-être des gens qui pensent que les Juifs, c'est pas des gens bien. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Par exemple, dans mon spectacle, je parle des Juifs et je dis oui, alors nous, les Juifs, on a un don particulier, on sent l'argent à distance. Hein, monsieur, vous avez 35 €. Ça se situe au niveau du nez. Et j'entends un mec qui fait ah oui, ça c'est vrai. Hein. Mais très sérieux. Hein. Ah oui, premier degré. Voilà. C'est glaçant quand même. T'as relevé, oui, bien sûr. Ah oui. Je vais parler tout ça. Et non, mais... Je dis, vous savez, c'est un sketch là que je suis en train de faire. Vous, apparemment, pas du tout. Premier degré. Donc c'est vrai que c'est flippant. C'est vrai que c'est flippant. T'en parles, c'est vrai que tu parlais de tes origines. C'est fascinant. Hein. Et tu disais que t'étais donc juif séfarade. Il y a un cliché quand tu dis que je suis juif séfarade, c'est ah, t'es cousin de Patrick Bruel. Et toi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on se fréquente pas comme des cousins. On est cousins éloignés, quoi. Mais là, tu l'as croisé vite fait. Vite fait à la synagogue. Ouais. Et puis aussi dans notre bunker, tu sais. Les Juifs, on se réunit dans un bunker. Pour décider de Soukot diriger le monde. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Je croyais que c'était Soukot. Non. T'es pratiquant encore ou... Non, tu fais pas Shabbat, tout ça. Non, pas vraiment. Tu joues. Je joue. Bah tu joues sur scène. Oui. Non, de ce point de vue-là, je ne suis juif que en dessous de la ceinture, je dirais. Tiens, hier, je suis allé jouer pour Jubuzz, rien à voir. C'est la communauté juive qui m'a invité à jouer à Marseille d'ailleurs. Ah, c'est sympa. Je sais pas si t'avais déjà fait des trucs avec eux, Jubuzz. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ah si, Jubuzz, bien sûr. Oui, c'est super. Oui, bah si. Mais le mec m'a dit ils t'ont offert des plantes. Oui, exactement. Ils sont venus à la maison, ils m'ont offert des plantes. Ouais. Parce que t'es passionné de plantes, des plantes cachères. Ouais, c'est marrant. Pour revenir sur les duos iconiques, t'as eu un autre après Dieudonné qui est Franck Dubosc. Ah oui, Franck. Ah oui. Franck. Et ça commence. En fait, moi ma question c'est comment en fait est-ce que c'est grâce entre guillemets au fait que tu t'arrêtes avec Diodo que tu commences avec Franck ou alors c'est ça. Hein. Bah ouais, Diodo, c'est imbécile là. Je vais faire un film aux États-Unis et quand je reviens, un petit truc, hein, mais je suis resté 3 mois là-bas à New York. Et quand je reviens, il trouve ça comme prétexte pour faire son spectacle tout seul. Et donc je comprends pas trop. Enfin, je comprends pas. Mais il en avait envie. Je pense qu'il en avait marre, peut-être d'être avec moi, de ma méfiance par rapport à lui, parce que oui, sur les aspects financiers. Ah ouais, c'était l'enfer. Donc bon, il a voulu faire ses trucs tout seul, et c'est ce qu'il a fait durant des années. Et donc, j'avais cette idée des petites annonces, et au début, par fidélité, j'ai dit à Diodo, est-ce que tu veux le faire avec moi ? Il m'a dit non, donc je l'ai fait avec Franck. Voilà. Ouais, tout simplement, ouais. Tu le connaissais déjà d'avant, Franck Dubosc ? Oui, je le connaissais d'avant. Et c'est un super... Moi, je suis super mec. Je vais pas revenir sur parce que c'est vrai que vous avez à chaque fois 2 versions différentes de ce que j'ai vu. Ah oui, non, mais lui dit non, on avait signé avec France Télévisions, il y a eu un procès, donc voilà. Mais on a signé avec France Télévisions pour faire une émission qui s'appelait La Vie des Bêtes. Et dans La Vie des Bêtes, je voulais intégrer les petites annonces. Et Diodo a refusé. Et Diodo a dit que c'était lui qui avait trouvé le concept des petites annonces. C'est archi faux. Ok. Voilà. Bon, en tout cas. Il avait trouvé un concept, par contre. Non, ça n'a aucun rapport avec les petites annonces. Enfin, un petit peu. On était sur Radio Nova et on faisait des gags téléphoniques. Et Diodo, il avait trouvé ce super concept. On écrit une petite annonce dans un journal. On dit loue appartement Champs-Élysées, 200 € par mois, plus petit service. Appelez entre 14h et 18h. Et là, les mecs, quand ils appelaient, on leur disait qu'il fallait tuer quelqu'un. Il y a des gens qui étaient d'accord. Hein. Non, pour tuer des gens ? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un loyer de 100 balles ? C'était génial ce concept. Donc peut-être qu'il confond ce concept avec les petites annonces, mais c'est pas lui. Non. Peut-être, on saura c'est pas grave, ça n'a aucune importance. On saura pas, c'est sûr. C'est encore dispo l'annonce parce que moi je suis chaud. Toujours est-il que ça mène donc à ce duo iconique avec Franck Dubosc. J'ai beaucoup regardé aussi ses vidéos quand il fait le connard. Quand il fait c'est là où il est bon, hein, Franck. Ah ouais, il est bon, ouais. Mais c'est surtout que je me dis, le mec là se lancerait maintenant
sur Internet, il casserait Internet parce que c'est très actuel en fait. Quand il fait le mec qui va au camping avec c'est d'ailleurs là, je pense qu'il a commencé à réfléchir à camping, je pense. Oui, peut-être. Tu vois, quand il fait, c'est devenu pendant longtemps une rêve, genre pastis pollue, pastis etc. machin. Et donc ça t'emmène avec Franck où vous faites ces petites annonces. Je pense que le succès des petites annonces, pour moi, dis-moi si je me trompe, c'est la moitié dû au bêtisier. Ah oui, c'est vrai. En fait, parce que je pourrais me taper 1 heure de bêtisier sans voir l'original. Sans voir l'original, C'est ouf. Non, mais c'est vrai, c'était dingue. Tu vois les barres que vous tapez dessus. C'est fou. Mais c'était dû à la fatigue et dû à cet enfoiré de Franck qui, à chaque fois, changeait le nom des personnages. Ouais. Tu vois, bonjour, je suis Christophe Gombert, Enfin, il changeait le nom et ça nous surprenait et donc. Et du coup, vous rigoliez. Et on se marrait, entre autres, hein, mais il y avait la fatigue aussi, et puis aussi on se surprenait l'un l'autre, donc. C'était à celui qui allait surprendre le plus l'autre. C'est limite, tu cherchais à faire foirer la prise, quoi. Et en fait, ça sent. Et c'est ça qui est hilarant, c'est que tu te dis, putain, et autant quand la prise est bonne, tu te dis comment ils ont fait pour pas rire. Bah ouais. Entre autres, on avait un sketch, une petite annonce qui c'était Babunda, petite fille aux yeux de pierre. Bon, c'était moi qui racontais des histoires à des enfants, et il y a Franck qui était à mes pieds et qui faisait des bruits. Quand le corbeau arriva, et là Franck faisait et à chaque fois il changeait, il poussait d'autres cris qu'il fallait pas, etc. On a fait 45 prises. 45. Et la seule petite annonce qu'on a gardée, c'est celle où on n'a pas rigolé. 45. Et alors, comment réagit l'équipe technique au bout de la 44e? Au bout d'un moment, on avait Laurent Voulzy et Julien Clerc qui étaient venus faire une petite annonce qui s'appelait l'agence Tête de Cron. C'était une agence de sosie et ils faisaient leur propre sosie. Et ils étaient là, ils ont attendu 1 heure. Ils se marraient aussi, hein, mais c'était fou. Ils ont pas craqué. Non. Ils se sont pas dit, les gars, j'ai un truc à faire. Non, mais on pouvait plus. Comme c'est un plan séquence, on est obligé de la réussir. Et oui. Putain, ça doit être vraiment dur. Ouais, c'était marrant. Vous aviez des choses que vous pouviez pas aborder? Il y avait une chaîne de télé derrière, quelqu'un qui vous disait non, pas ça? Bah justement, non. Encore une fois, on en revient à cette époque bizarre. Non. Mais j'ai été loin quand même, hein, parce que toi qui es catholique, t'aurais pu être choqué, parce que dans les premières petites annonces, on avait fait un prêtre, je sais plus, un mec qui se faisait tailler une pipe par un enfant, un prêtre, c'était horrible. T'as pas eu de problème? Si, alors De Chavannes à l'époque nous avait invités dans, je crois que c'était Coucou c'est nous, quelque chose comme ça. Il avait fait exprès, il m'avait invité et il avait invité des catholiques pratiquants et il avait montré cette petite annonce, voilà. Donc j'étais piégé de chez Piégé. Mais là c'était un peu, j'avoue que. Et lui c'était vraiment à la recherche du buzz, hein. Oui, mais moi j'ai peut-être été mal inspiré de faire un truc comme ça. En fait, à l'époque il y avait zéro limite. Hein. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si t'arrives à rigoler un peu avec les gens et pas les faire souffrir, tu vois, les handicapés, tu vois, ça passe. Là, il se trouve que les catholiques te disent tu fais chier, en grande majorité, peut-être se remettre en question, tu vois. Mais on s'auto-censure aussi, nous. Ah oui. Quand on écrit, hein. C'est horrible. Ça devrait pas. Non. Moi, je trouve ça dur. Sauf si on se dit ça mène à la prison ou une amende, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est là où il faut se remettre en question. Ce manque d'humour général fait peur. Enfin, c'est dingue. T'as dit que t'étais contre les gens premier degré. Oui, il y a une copine qui me dit mon mec, il aime bien déconner. Donc, quand j'amène mon fils à la crèche. Non, lui, il amène leur enfant à la crèche. Et puis, il y a une nana qui lui dit, alors, ça s'est bien passé? Et le mec dit, ouais, je l'ai fait fumer et boire tout le week-end. Donc, vraiment, il va être cool. Et la meuf, elle fait, attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle est allée chercher quelqu'un. Ça a fait tout un scandale. Alors que c'était une blague. Putain, c'est où? Ou, pareil, sur un tournage, j'ai entendu un mec, un premier assistant qui demande le silence à tout le monde, personne lui répond, il fait qui ne dit mot consent, hein, on va tourner. Peu de temps après, il y a un mec qui vient, oui, excuse-moi, le consentement c'est pas ça, hein. Mais t'as envie de dire, mais mec, mais d'où tu sors, quoi, qu'est-ce que tu fous? Pareil, je me suis fait gronder parce que je traitais de zinzin un enfant. Je donnais des surnoms à mes comédiens sur du Cobu, et j'en appelais un, je l'appelais le zinzin, tu te mets là parce qu'il disait que des conneries.
On est venu me voir en me disant, écoute, tu peux pas appeler un enfant zinzin. C'est un abus de pouvoir, t'es réalisateur, blablabla. Voilà. Ah oui. J'en aurais tellement des exemples à dire comme ça. Ça fait peur. Et en fait, c'est horrible. Je sais pas si c'est. On va vers le. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles il faut évoluer, mais est-ce qu'il y a des choses où ça va pas trop loin et du coup. Mais bien sûr. Moi, c'est ce que je pense. Et en plus, c'est horrible parce que le harcèlement scolaire, ça augmente. Les féminicides, ça augmente. Les agressions sexuelles, ça augmente. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je comprends pas. On en parle tout le temps, il y a des associations, il y a des procès, mais ça fait rien avancer. C'est bizarre. Ouais, c'est à se demander si je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est la solution ou pas, c'est ça en fait. La solution, c'est éduquer les gens, bien sûr. C'est compliqué, mais enfin, on va pas changer le monde. Non. Peut-être que l'humour a sa place là-dedans, justement, pour éduquer les gens. Moi, c'est ce que je pense. Quand tu fais des blagues un peu border, tu vois, de l'humour noir, en fait, au moins, tu parles du sujet. Alors que quand t'en parles pas, exactement. on connaît pas le sujet. Et c'est la vraie question. Ça provoque un rire libérateur chez les gens. Aussi, oui, mais c'est la vraie question, c'est est-ce que, justement, rire des discriminations, etc., est-ce que ça alimente ou est-ce que ça dédramatise et que ça les freine ? Tu vois ? Moi, j'ai la sensation que ça les freine, mais... Parce que si on peut se moquer de la communauté arabe, juive, asiatique, ça fait du bien. C'est un rire libérateur. Mais on n'aura pas la réponse et puis mais surtout, non, on n'aura pas la réponse. Puis on changera rien au racisme. Et puis la réponse vient des gens aussi, comment ils le prennent. Il y a trop de subjectivité, ce qui fait qu'on est niqué, quoi. Voilà. Et puis en plus, quand quelqu'un te dit mon ressenti, c'est ça. Mon ressenti, c'est que tu m'as agressé. Qu'est-ce que tu veux dire à cette personne ? Oui. Je suis désolé si ton ressenti c'est ça, je suis vraiment désolé. Tu peux pas juger le ressenti de quelqu'un. Non, et tu peux pas lui reprocher de ressentir ça. Non. Et donc, où est-ce que du coup, peut-être où est-ce que tu t'arrêtes ? Tu peux pas lui dire tu te trompes dans ton ressenti. Bah non, en fait, c'est bizarre, hein. Ouais. Mais bon. C'est bizarre. Et à partir de combien de personnes qui ressentent que la blague est pas bonne, tu dois pas la faire. Tu vois ? Moi, je me rappelle, j'avais un sketch sur un djihadiste et je fais ça dans un comedy club. Il y avait Fari dans la salle. Et je dis, le djihadiste, je dis oui. Attends, les mollahs moniteurs étaient très gentils. Pour nous endormir, ils nous lisaient le Coran. Là, c'était à double sens, hein. Et Fari vient me voir, il me dit écoute, moi je suis musulman, tu peux pas dire un truc comme ça. C'est insultant pour le Coran. Donc je l'ai enlevé. Voilà, peut-être que. Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est juste la question que je me pose. Je trouvais la blague drôle, mais c'était insultant. Ça voudrait dire que quand tu lis le Coran, t'endors les gens. C'est pas vrai. Mais pour moi, c'était à double sens. Moi, c'est pas ça qui me choque. C'était plutôt genre dans le sens pour former les terroristes, il faut leur lire le Coran. Ouais. Ah bah en plus, ouais, j'avais même pas pensé à ça. C'était plutôt ça. Mais tu vois, ouais, j'ai même pas. C'est encore pire. J'ai bien fait de l'enlever, ça. Plutôt ça, c'est genre, tu leur lis le Coran pour qu'ils apprennent à être terroristes. C'était ça qui, pour moi, je pensais c'était un problème. Les endormir, oui, même moi, tu me dis, ouais, la Bible, ça t'aide à t'endormir. Je le prends moins mal que si c'est pour m'aider à être pédophile. Le contexte, c'était que c'était des apprentis djihadistes, donc ça voulait dire à peu près la même chose. Et et donc je l'ai viré. Je me suis dit en fait il a raison. Est-ce qu'il a raison ? C'est toute la question est là. Est-ce qu'il a raison ? Moi, mon but c'est de pas, je veux pas choquer quelqu'un, je veux pas. Ouais. Mais Fari n'est pas le représentant de tous les musulmans de France. Non, bien sûr. Tu vois. Mais même si je l'ai entendu. Avec tout le respect que je dois. C'est une vraie question. On parlait tout à l'heure de Dubosc. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est fait partie des gens qui m'ont envoyé une question pour toi. Ah, très bien. Et alors, c'est une question un peu profonde. Déjà, merci Franck de t'être prêté au jeu. Je te dis ça tout de suite. Dans ta vie personnelle, quel est ton plus grand regret ? Il est en plein tournage. Voilà, très occupé le Franck. Il a dit, dans ta vie personnelle, quel est ton plus grand regret ? C'est quelque chose de très personnel. En fait,
j'ai un frère. Bon, j'ai eu pas mal de drames dans ma vie. J'ai un frère qui était. C'est pour ça que t'as 8 spectacles. Ouais, c'est ça. Et pour être comique, essayez de perdre des gens dans votre famille, vous allez voir. Non, mais j'ai un frère qui est décédé, qui est mort du sida. Il y a genre 20 ans, peut-être plus même. En gros, il a fait son coming out et en même temps, il t'a annoncé qu'il était. Non, il n'a pas fait son coming out parce que mon père, savait qu'il l'était, moi aussi. Mais un jour, il nous a appris qu'il avait le sida. C'est horrible ce jour-là, atroce. D'ailleurs, tiens, tu vois, il nous avait dit, ce que je vais vous dire, c'est pas très gay. Et tout de suite dans ma tête, je me suis dit, c'est marrant, tiens, gay. Et on en parlait tout à l'heure, la déformation. Et je regrette de ne pas avoir été encore plus proche de lui. Voilà. Encore plus généreux, plus complice. Voilà. Ça, c'est mon grand regret. Dans ta vie personnelle. Ouais. Mais je réponds ce que je peux comprendre. Sincèrement. Ouais, ce que je peux comprendre. La fraternité, c'est quelque chose. Genre, on a parfois la chance d'avoir des frères et sœurs. Ouais. Et on réalise pas la chance que c'est. Oui, c'est dingue. D'en avoir. Ouais. Et je conseille, du coup, toi aussi, t'as des sœurs. Je conseille à tous ceux qui ont des frères et sœurs d'en profiter. Dites-vous que vous aimez. Ouais, dites-le le plus possible. Et moi, j'ai une question en plus par rapport à ce qu'ils demandent. C'est quoi ton plus grand regret dans ta vie professionnelle ? Peut-être d'avoir fait trop de télé aux dépens du cinéma. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'émissions de variété. Et je crois que les gens de cinéma, ils se sont dit, on va pas prendre ce guignol qui passe tous les jours à la télé pour faire tel ou tel film. Et je regrette un peu parce que une carrière de cinéma, c'est plus importante qu'une carrière d'amuseur à la télé. Je regrette. Il y a un peu ça aujourd'hui, je pense, avec les mecs de YouTube qui vont au cinéma. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le cinéma regarde un peu de haut sur les personnes de YouTube qui veulent aller vers le cinéma. C'est vrai. Aussi, ouais. Pourtant, ils ont fait des calculs qui s'avèrent complètement nuls. Tu vois, quand il y a un film d'action là qui a été fait avec une meuf d'internet. J'avais fait Quotidien avec elle, je me rappelle. C'est une fille assez jolie qui était dans LOL. Le dernier LOL à l'aéroport. Ah oui, elle est chanteuse ? Non, elle est pas chanteuse, mais regarde le casting de LOL. Le dernier qui se passe dans un aéroport. Ouais, LOL in real life. Voilà. Ouais. Dans le casting, il y a cette fille. Et les gens de cinéma se sont dit, elle a tant de millions d'abonnés. Paola Locatelli ? Yes, Paola Locatelli. Qui joue très sur sympa, Netflix avec Nawel Madani dans la série aussi. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, ils l'ont mis en vedette dans un film d'action qui a pas du tout marché. Et c'est un mauvais calcul. Ils se sont dit, il y a des millions d'abonnés, donc ça va fonctionner, ils vont aller au cinéma, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si c'était aussi facile. On le voit aussi dans les spectacles vivants. On a des centaines de milliers d'abonnés. On se dit ça va peut-être se transformer en billets. Et non. Pas toujours. Mais il y en a beaucoup quand même. Regarde Diane Segar. Diane Segar, ouais. Segar, pardon. Je crois que ça cartonne. Elle fait les Zéniths. Oui. Marie s'infiltre aussi. Marine Leonardi. Voilà. Oui. Toi, la transformation. Vous faites des grandes salles quand même. C'est vrai qu'on fait des grandes salles. Ouais. Ça marche pas toujours. Voilà. D'accord. J'ai eu des contre-exemples, beaucoup. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que parfois c'est étonnant. Comme quoi la transformation, j'imagine, entre les abonnés et le ciné, c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais alors c'est marrant parce que c'est ce qu'on se disait avec Gad, c'est que nous, avec Gad, tout le monde nous connaît, mais par contre, tu vois, Nino Arial, je sais même pas qui c'était, moi. Il fait des énormes salles. Mais je sais même pas qui c'était. Et sa communauté, ça se trouve, elle sait même pas qui sont les autres. Non, c'est cloisonné. C'est hyper cloisonné. Tu vois, Marine Leonardi, je la connais ni d'Ève ni d'Adam. J'ai jamais vu ce qu'elle fait. Des zéniths. Voilà. Ouais. Elle fait des zéniths. C'est fou. C'est impressionnant quand même. En fait, on est dans une époque où t'as une communauté, comme tu dis, très cloisonnée, qui va te suivre très très fort. Ouais. Et c'est pas comme avant où il y avait dans le paysage c'était populaire. 20 personnes que tout le monde connaissait. Ça a changé, quoi. Exactement. Mais toi, tu as quand même ces vestiges de tout le monde te connaît encore. Oui. et alors que t'as peu d'abonnés, entre guillemets. Ah oui, c'est nul ce que j'ai. Oui, mais c'est pas nul, puisque en gros, ça veut dire que ça représente pas la force de frappe que t'as et la notoriété réelle. Ouais.
Tu parlais de l'ode, c'est marrant, j'ai une question que j'ai oublié de te poser. Quand tu parlais des petites annonces que t'as faites, comment ça a été de le faire en live? Parce que tu l'as fait en live à l'aéroport. C'était pas les meilleures conditions. Ouais. Mais non, c'était sympa. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont apprécié de nous voir comme ça. C'est marrant. En fait, moi j'ai regardé et je te cache pas, je me suis dit, putain, ça a l'air relou à faire. Tu vois, à le mettre en live. En fait, live, c'est horrible. Ouais, non, c'est le pire. Ouais. Non, en studio, c'est parfait parce que tu peux recommencer 50 fois. C'est ça. Mais en live, non, c'était un peu une boucherie. Mais c'est symbolique. Oui. C'est plus symbolique qu'autre chose. Et d'ailleurs, il y a eu plein de gens, parce que j'ai regardé un peu les retours qu'il y a eu sur Internet. Autant, je suis d'accord avec toi, t'as des haineux un peu qui vont te tacler comme tout le monde, hein, ça c'est le jeu. Et là-dessus, il y a quand même un peu, les gens ont été pris de nostalgie, à dire ça fait plaisir, j'ai vu 90% des retours positifs. Donc c'est plus le symbole en effet. Oui, c'est ça. Parce que les conditions étaient horribles. En plus, Redouane, ce crétin qui parle pendant qu'on joue, il y avait plein de gens, ça bougeait dans tous les sens. Je l'avais dit à Franck, j'ai dit fais gaffe, hein, on va au casse-pipe là. Mais bon, c'était marrant. Ça valait pas la bar mitzvah de Marco. Non. Non, mais comme quoi, il faut vraiment jouer, il faut faire ce qu'on sait faire. Voilà. Faut pas se mettre dans des situations où où tu vas te planter. Surtout quand il y a Prime Video qui est là, c'est dommage. En plus, il y a un petit enjeu. Mais non, ça va, vous en êtes bien sortis quand même. Vous en êtes bien sortis. T'as regardé l'émission? En fait, quand je suis venu tourner, je suis resté quand même, je sais pas, 4-5 heures à attendre mon tour. Donc je les ai vus, bien sûr. Et alors? J'ai tout vu. Je trouvais ça marrant, mais si je devais faire cette émission, je préférais la faire dans un petit endroit comme ça. Ouais, parce que là, le fait qu'il y ait d'autres gens, c'est oppressant de fou. Hyper oppressant. Et je pense que ce que j'ai dit à Franck, je lui ai dit, mais tu dois être fracassé. C'est fatigant d'être aux aguets comme ça tout le temps, d'être sympa avec tout le monde, de faire des selfies et tout. Ah ouais, ça doit être vraiment très, épuisant. Très dur. Je sais pas, moi c'est l'une des émissions qui m'a le plus angoissé pour ça. Ouais. Parce que, comme t'as dit, selfie, machin, faut toujours être au taquet. Enfin, je sais pas, tu as regardé. Quand il m'avait dit le concept, j'ai dit mais ça peut pas fonctionner avec autant de gens et tout. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui se sont désistés au dernier moment parce qu'ils disaient que ça allait être hyper casse-gueule. Eh bien, je pense qu'ils ont eu à peu près raison, selon moi. Je pense, parce que le résultat, c'est pas... Alors, moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Ah, d'accord. Tu vois, j'ai vu les premiers épisodes et tout, même des gens que je trouve très drôles, Redouane, etc., en impro, ça paraît fake. C'est très Tout est faux. Tout est faux, Et puis, t'as même des guests qui arrivent et tu te dis, mais lui, il était dans une émission pour un rire chelou, elle est invitée partout, et là, comme par hasard, elle est dans le terminal, tu te dis... Il y a un truc qui va pas, tu vois. Enfin, je t'invite à aller voir le truc. Et donc j'ai eu du mal un peu avec cette saison-là. Mais bon. Et donc toi, si tu devais le faire, tu le ferais on m'a pas demandé, hein, mais dans l'appartement là, dans le studio, c'est plus drôle. Tu le ferais. Ouais. Ça serait. Je pense que ce serait plutôt bon. Parce que vu que t'es triste intérieurement, tu rigolerais pas beaucoup. Détrompe-toi. Je peux rigoler en 2 secondes. En fait, je crois que le plus dur, très mauvais, quoi. Le plus dur, c'est de pas rire de soi-même. Oui, bien c'est sûr. Ça qui est ouf. Quelle est l'interaction la plus absurde que t'as eue avec des gens, que ce soit dans le public ou en dehors? Dans la salle. La phrase, mais après je m'en suis servi sur scène, une nana qui me fait « Vous êtes vous ?» Ouais. Après, oui, et vous êtes vous. Enfin, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Non, je suis pas très fort pour ce genre d'anecdotes. Pardon, mais. Non, t'inquiète, hein. Je suis mauvais pour ça. Si c'est trop nul, t'inquiète, je suis mauvais pour ça. Y a pas de souci. Moi, j'avais une question justement sur la notoriété. Tu le vis comment, toi, la notoriété? Genre aujourd'hui dans la rue, quand on te reconnaît, c'est un truc que t'aimes bien ou ça te gêne? Non, ça dépend des moments, et puis j'ai pas le droit de me plaindre parce que c'est un cadeau qu'on nous fait, mais c'est vrai que parfois on se demande, il y a différents trucs. Tu vois, ce matin j'ai fait Europe 1 là, Culture Média, et à la sortie du bâtiment, il y a toujours des gens bizarres qui te demandent plein d'autographes. Bizarre, j'entends par c'est toujours les mêmes. Et c'est pas des premiers de la classe.
Donc tu te dis, bon, quand ils te demandent des photos, des selfies, tout ça, qu'il y a des odeurs qui viennent d'eux, ils sont super chelous. Tu te dis, bon, ils demanderaient ça à n'importe qui, c'est pas vraiment parce que je suis Elise Moon qui demande ça. Ouais. Par contre, quand c'est des gamins, là j'accepte toujours, évidemment, j'accepte toujours de toute façon. Là, tu sens que c'est un événement dans leur journée. Mais sinon, dans l'ensemble, on s'y habitue, c'est vraiment une sacrée drogue. Hein. Ouais. J'aurais du mal à m'en plaindre. Parce que tu t'aperçois que quand tu es à l'étranger, par exemple, et que tu es reconnu par personne, évidemment, t'as pas le privilège du sourire, t'as pas le privilège du restaurant, t'as pas le privilège du mec qui est dans un magasin. Après, on me reconnaît pas tout le temps. Par exemple, je prends souvent le métro, je vais prendre le métro tout à l'heure, je suis certain qu'on va pas me reconnaître. Parce que d'abord, les gens sont omnibulés par ce truc-là. Et parfois, j'avoue, pour être tout à fait honnête, je me dis merde quand même, on pourrait me reconnaître, c'est chiant quoi, tu vois. Et quand on me reconnaît, parfois, je me dis bon, ça peut être un petit peu intrusif quoi. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas un problème, au contraire. Ou alors ils te reconnaissent mais ils te le disent pas quoi. Ils ont pas. Il y a ça aussi. Il y a le petit sourire, il y a le clin d'œil, etc. Ouais. Moi, je trouve que les gens à Paris sont beaucoup plus timides ou réservés qu'ailleurs. Ah bah oui, en province, ils hallucinent. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la phrase qu'on nous pose tout le temps. Pareil. Ouais. Et moi, je réponds tout le temps. Eh ben, je me pose la même question que toi. Qu'est-ce que je branle à béziers? Tu m'étonnes. Moi, je trouve que ça a développé chez moi, et je suis pas aussi connu que toi, alors j'imagine. Ça a développé une agoraphobie chez moi. Ah oui. C'est-à-dire que Ilias, qui est toujours avec moi dans les déplacements, est obligé un peu de m'accompagner dans les endroits publics parce que j'ai un peu peur. Ça m'oppresse tous les regards qui disent j'ai déjà vu quelque part. Alors, ouais, je comprends. Et moi, ce que je dis souvent pour arrêter ces regards, je leur dis ouais, je vous ai reconnu, hein, moi aussi. Comment ça, vous m'avez reconnu? Mais non, c'est moi qui vous ai reconnu. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai compris pourquoi vous dites ça. Alors, tu leur parles, ces gens qui te fixent? Oui. Je leur dis, moi aussi, je vous ai reconnu. Enfin, ça veut. Enfin, c'est comme ça. Je leur dis, écoute, je vois bien que tu m'as vu. J'ai vu que tu m'avais vu. J'ai vu que tu avais pris ton téléphone et que tu avais fait semblant de le regarder, mais que tu as fait une photo. Je vois tout, et toi aussi, tu vois tout. Donc, c'est comme ça que parce que ça me rend mal à l'aise. À casser ce malaise. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai pas ta patience, hein. Ah ouais. Moi, j'en ai parfois, t'as vécu la scène avec moi, qui me fixe comme ça pendant 1 heure. Ouais. Même en de se loin, demandant. qui me fixe. Tu vois, et c'est horrible. Oui. Qui se lève dans les trains, ça arrive assez souvent en fait. Ah ouais. Ou alors tu te balades dans la rue et puis t'as un mec qui avance comme ça un peu plus vite que les autres et qui fait demi-tour, qui a été envoyé par ses copains pour savoir si c'est vraiment toi, tu vois. Et nous on voit. Souvent moi je leur dis mec je t'ai grillé mais de quoi souvent ils font les innocents. Ah non pas du tout. Bah si bien sûr. Et alors par contre quand ils jouent bien la comédie, quand ils font non je vous ai pas reconnu. Enfin là tu te sens con. Tu te dis, ça se trouve, il a raison, en fait, il m'a pas du tout reconnu, c'est moi qui me la pète et qui me fait des parano. Mais en fait, il y a aussi ce truc des gens qui, je sais pas si ça te le fait, moi ça me le fait. J'ai des gens qui te disent, je te reconnais pas. Alors qu'ils t'ont reconnu. Ouais, exactement. Mais je sais pas pourquoi. Alors, soit c'est parce que. C'est parce que ça développe chez eux un sentiment d'infériorité s'ils te disent qu'ils t'ont reconnu. Alors, ils font tout le contraire. Ah non, mais de toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je regarde pas YouTube, je regarde pas la télé, j'en ai rien à foutre. Tu sois ça ou ça, je m'en fous complètement, ça change rien pour moi. Alors que, ils pourraient être, s'ils étaient honnêtes, ils devraient dire, si, je t'ai reconnu, mais j'ai honte de te dire que je t'ai reconnu, parce que ça fait de moi quelqu'un d'inférieur. Mais alors que bon, c'est pas grave. C'est un peu le sentiment que j'ai. Alors ça me rassure parce que je me disais, ça se trouve, je me prends la tête. Non. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme l'ego d'une personne qui dit non, je vais pas lui faire croire que je le connais déjà parce que ça va lui faire trop plaisir ou quoi. Voilà.
Et le pire, c'est que ces gens-là, après, quand tu leur dis, bah si, ouais, je fais du stand-up et tout, ah bah je vais prendre une photo pour ma sœur. Voilà, c'est ça. C'est chelou quand même, la démarche des gens. Et c'est marrant que tu me confirmes le genre de profil que t'as. Alors c'est certainement quelque chose d'humain et je leur jette pas la pierre. Et parfois ceux qui t'ont reconnu, c'est ceux qui te regardent pas du tout dans le métro. Ouais. Parce que ils te font bien comprendre que. Ou alors, moi c'est ça, ce qui me vexe le plus, c'est t'arrives dans un magasin, t'as un mec qui t'a reconnu et qui parle à ses collègues. Regarde, c'est comment vous appelez déjà, machin. Et là, l'autre qui te regarde comme ça, il fait non, je sais pas c'est qui. Et toi, ça t'arrive ça? Oui, je sais pas c'est qui. Alors ça, je l'entends souvent ça. Et ça rend mal à l'aise. En fait, tu dis non mais ne dites pas à vos collègues que vous m'avez reconnu parce que si jamais ils me reconnaissent pas, c'est encore pire pour moi. C'est horrible. Mais quand tu parles, ils reconnaissent même pas Sid de l'âge de glace par exemple. Ah oui. Mais je ne parle pas tout le temps comme ça. Et ça, c'est pas possible. J'ai appris après que t'avais fait ça, Sid de l'âge de glace. C'est mythique ça. J'ai pété un câble. Ça moi j'adorais Sid. J'étais fan. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit putain il est fort. C'était vraiment très bien fait. Qu'est-ce que tu fais bien. J'ai des peluches de Sid à la maison. Et tout, j'étais fan. Tu vas m'y rendre. C'est le surnom de sa copine. On l'appelle Sid. Ah ouais, Sid. Putain, merde. J'ai hâte de la rencontrer. Sid. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une aventure de ouf, ça. Sid. Ah oui, c'est dingue. Il y a eu 5, c'est un peu comme les Ducobu, il y en a 5 ou 6. Et t'as fait les 5 ou 6? Ouais. Et avec Vincent Cassel et Gérard Lanvin. Ouais. Et malheureusement, on se voyait pas dans le studio, mais on faisait la promo ensemble. Mais oui, c'est dingue. J'ai j'en ai fait un là, il y a pas longtemps, un dessin animé américain très catho, qui raconte le David et Goliath. Ça va s'appeler, je sais plus comment ça va s'appeler, mais j'ai refait ça avec grand plaisir. Et tu fais une voix de merde aussi? Ouais, je fais un méchant en fait. Ouais. Mais la voix de Sid, oui, c'est une voix de merde. Ça, c'est sûr. Je ne souhaite à personne de la voir comme ça. Combien de messageries t'as dû faire? Pas mal, ça, t'as raison. Ouais, t'as raison. Et ça, c'est une expérience de ouf. Et très difficile en plus d'avoir le casting. Parce que tu dois envoyer une voix, les Américains doivent dire oui ou non, c'est ça? Oui. Mais je crois que le mec qui avait fait le Sid, Steve, je sais pas quoi, je suis pas sûr qu'il avait trouvé le zozotage. Je pense que c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais. Le zozotage. Moi j'ai vu la VO et la VF. Ah, il zozote ou pas? Non. Ouais. Il y a des VF comme ça que je préfère, notamment la voix de Sid. Ouais. Et aussi, dans La Reine des Neiges, le bonhomme de neige est joué par Danny Boone. Ah oui. Putain, incroyable. Ah oui. Qu'est-ce qu'il est fort aussi. Vous deux, vous avez des voix de doubleurs et Jamel aussi, que je trouve exceptionnelles dans les dessins animés, quoi. Ouais. Et on en demande d'autres. C'est un plaisir incroyable. Il y a d'autres projets parce que je pense que tu as des réserves, j'imagine, pour faire d'autres voix. J'adore jouer avec ma voix et même sur mon spectacle, il y a à chaque fois qu'il y a un personnage, il y a une voix différente. J'adore ça. C'est marrant d'arriver à la modifier, d'avoir un accent. Gad aussi, je crois qu'il fait gros. Oui, il est bon. Mais lui, par contre, il aime pas faire ça. C'est bizarre. Non. Ah ouais. C'est une souffrance pour lui. Alors qu'il c'est bizarre, alors qu'il est super bon. J'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est bizarre. Très bizarre. Mais il y a. C'est technique, hein. Ouais, c'est technique. Ouais. Là où il est très fort, c'est que pareil, on reconnaît pas Gad Elmaleh, alors qu'il est tellement connu, sa voix est connue par tout le monde. Ouais, exact. Ça aussi, il fait glu, ou je sais pas quoi, il parle comme ça et tout, c'est marrant. Avec un accent de ouf. Et moi, j'ai appris pareil plus tard que c'était sa voix. Mais Sid aussi, tu camoufles bien. Oui. Parce que j'ai pas su avant un petit moment que c'était toi. Et donc on espère d'autres projets de doublage. Aussi. Je vais aller plus dans le perso parce que je me permets parce que tu le postes souvent sur les réseaux. T'es de nouveau père, il y a pas longtemps. Oui, T'as été père une fois d'un peintre. Père d'un peintre. Mis au monde Antoine, un peintre. il est peintre maintenant. Oui. C'est sûr que j'ai plutôt l'âge des coloscopies que de faire un enfant. Mais c'est arrivé comme ça et c'est formidable. Ouais. Donc c'est super. Ça fait quoi d'être vieux père? C'est un sujet. Vieux père, oui. C'est chiant pour les nuits blanches.
parce que c'est chaud. Déjà que je dors pas beaucoup. Ouais. Maintenant, je me lève 2 fois, une fois pour aller pisser et une autre fois pour changer la couche. La sienne, hein, pas la mienne. Et donc, ouais, c'est un bonheur, mais pour l'instant, il est petit, il a 3 mois, hein, donc il y a pas une grande communication avec lui pour l'instant. Enfin, il y a des sourires et tout, et puis il est formidable, mais on va voir avec le temps si je le garde ou pas. C'est quand les premiers échanges, je crois, j'ai l'impression, avec les enfants, les premiers où tu te dis, bon, bah là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression qu'en dessous de un an, ouais, au bout d'un an, je pense. Ouais. Pourri, pas pourri, mais il y a des trucs qui se passent comme ça, mais oui, c'est... Ouais, c'est étonnant. Hein. Je suis tonton depuis 1 an, là, tout pile. Et je me dis, j'ai vu l'enfant grandir et je me dis, putain, il se passe rien avant 1 an, quoi. J'ai l'impression qu'il capte rien. Ouais, mais les parents te diront tout le contraire. Ouais. Mais c'est normal, toi, tu le vois une fois tous les 15 jours. Oui, c'est ça. Ouais. Et encore. Tu vois. Ça t'a changé, toi, d'être papa? Ça t'a rechangé. Ouais, chaque enfant. Oui, enfin, je saurais pas te dire. J'ai pas changé ma vie. En fait, c'est arrivé dans un moment où j'étais en plein tournage de Ducobu et j'ai attaqué la tournée de Cactus. Donc c'est pas du tout le bon moment. Enfin, c'est jamais le bon moment. Hein. De toute façon, on a toujours des trucs à faire. Mais là, c'est arrivé dans une tourmente artistique et professionnelle folle. Donc oui, ça va. Enfin, au fur et à mesure que je vais commencer à communiquer avec lui, ça va changer. Mais pour l'instant, je sais pas. Oui et non. Parce que ma vie artistique, elle continue, mais tu restes. Oui, bien sûr, mais il est là, quoi. Il prend de la place. Hein. Il est petit, mais il prend de la place. Il est petit, mais il prend de la place. Ouais. T'aurais pu adopter? Non, pas du tout. Non. Le projet te chauffe pas. Quoi, t'as un truc à me proposer? Ouais. Moi, je suis dispo. Moi, j'ai du puceau d'Asie, moi, qui vient d'arriver. Si ça t'intéresse, écoute, j'ai un stock qui arrive. Ouais. Non, parce qu'on en parle, c'est des sujets actuels, l'adoption. On dit que faire des enfants, ça pollue et qu'il faut. Sûrement. Ouais. Non, mais je comprends. Vu le nombre de couches qu'il utilise, ce salaud. Ça pollue, hein, putain. C'est dingue. Non, c'est des sujets qui m'intéressent. Ouais, je me demandais s'il fallait adopter parce que les enfants étaient déjà faits. Il y en avait plein à adopter et que procréer, on dit c'est mais tu égoïste. peux pas. Oui, c'est très égoïste, mais tu peux pas t'empêcher d'en fabriquer. Malheureusement, je crois que c'est... Tu parles de faire l'amour ou tu parles de quoi? Non. Ça aussi. Mais tu peux pas demander à une femme de passer sa vie sans enfanter, je crois. C'est rare les filles qui veulent pas d'enfants, non? C'est très rare. J'en connais pas. Il y en a de plus en plus dans les nouvelles générations. Ah, sûrement. Parce que la parole se libère un peu sur les mauvais Parce qu'elles côtés. se disent que Et même il faut dire que même physiquement, c'est dur, hein, putain. Ouais, ça faut le souligner, carrément. Ouais. Même l'envie d'avoir une carrière et tout, il y a des choses comme ça qui repoussent l'envie. Donc en vrai, c'est une réflexion à avoir, même en termes de société. Puis quelle poubelle, quel monde on leur donne. Mais je crois que c'est un sujet de tout temps, ça. Horrible. Genre, j'ai l'impression que nos grands-parents se disaient déjà quel monde on va laisser à nos enfants. C'est un peu un truc qu'on a. Oui, mais là, franchement, on peut se poser la question. Est-ce que c'est pire qu'avant? Je sais pas. Hein. Putain, c'est chaud quand même. Hein. On se base sur quoi? À l'époque, sur ce qu'il y avait avant. Mais est-ce que c'était mieux? Avant, les vieux te diront que c'était mieux avant. C'est la nostalgie. Mais c'est parce qu'ils étaient jeunes avant. C'est surtout pour ça qu'ils disent que c'était mieux avant. Mais là, vous trouvez pas que le monde est anxiogène, violent, injuste, intolérant, hypocrite, qu'on est dans des cases, les religions, les races, la Palestine, Israël, les Juifs, les Noirs, les Arabes. Tout le monde se replie sur soi. C'est dingue. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on vit une période incroyable. Qu'on vit une période où on n'a jamais été aussi mobile, qu'on n'a jamais eu autant accès à l'information, à des trucs différents du monde entier. Tu sais, il y a 30 ans, on n'avait même pas encore de saumon en France, apparemment. On n'avait pas de sushi. Si c'est ça ta référence, c'est de la merde. Non, mais je dis ça pour déconner. En plus, c'est sûrement faux, ce que je dis. C'est vrai, mais il y a des saumons quand même. Exactement. C'est ça. Il y a peut-être des guerres, mais il n'y avait pas de sushi avant. Non, mais j'ai l'impression qu'on vit une belle période. Peut-être je me trompe.
Mais tu vois... Vaut mieux pour toi que tu le penses. Je déconne sur les saumons, hein, j'y connais rien. Mais ouais, je suis pas d'accord avec le fait de dire que c'était mieux avant. D'accord. J'ai l'impression qu'on se trompe et que souvent on est un peu nostalgique. Oui. Même, je suis sûr que pendant l'Antiquité, les vieux disaient ça. J'ai vu d'ailleurs c'est marrant, je me suis baladé dans un musée en Grèce et ils montraient un banc qui avait été tagué par des adolescents de l'époque. Ouais, les adolescents de la Rome antique. Avec des pierres. Ouais, ils taguaient les bancs pour marquer leur nom, etc. Donc c'était les mêmes jeunes. C'est fou. Ouais, c'est dingue. C'est ouf. On a toujours été aussi cons, peut-être. Tu vois, toujours aussi ado. Quand t'es ado, t'es rebelle. C'est ça, ouais. Tu fais que des conneries, quoi. T'as l'impression que t'es immortel. Il y a ce truc qu'on dit, les gens sont de plus en plus cons. Il y a ça aussi. Alors qu'en vrai, je pense pas. Parce que sinon, on n'évoluerait pas. Moi, c'est un peu ma théorie, tu vois. Ouais. Après, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je suis pas philosophe. Hein. On m'a dit que t'étais souvent dans les casinos. Ah oui, alors je me suis auto-interdit. Voilà. Ouais. Parce que en fait, j'y allais trop. C'est horrible et je jouais à la roulette et j'adore ça. Et j'ai pas perdu des 1000 et des 100. Hein. Le plus que j'ai perdu, ça doit être 3000 balles. Mais c'est pas mal déjà. C'est horrible. Ouais, franchement. Et non, ce qu'il y a, c'est pas vraiment cette somme, même si elle est importante. C'est le fait que j'y allais tout le temps. Et que j'y allais genre 2 ou 3 fois par semaine. Et que même les croupiers, ils me reconnaissaient et qu'ils disaient alors, le 16, hein, monsieur Semoun. Et à partir du moment où un mec m'a dit ça, je me suis dit, laisse tomber, il faut que je me casse. C'est une vraie addiction. Parce qu'il m'est arrivé de gagner. Le maximum que j'ai gagné, c'est genre, pareil, 3000 balles. Et c'était une joie intense. Mais au fond, c'est pas gagner de l'argent qui est si excitant que ça. C'est en perdre. Parce que quand t'en perds, ça provoque un truc chez toi qui te pousse à y retourner. C'est l'excitation de cette boule qui tourne. C'est une vraie dépendance. C'est une vraie dépendance. Ouais. Toi, t'es dépendant à la roulette, quoi. Ah ouais, j'adore ça. Mais alors, je suis tellement con que, tu vois, j'ai fait jouer mon assistant. Et ouais, je suis vraiment un con. Hein. J'étais à Aix-les-Bains. Je jouais à Aix-les-Bains. Et je lui ai dit, va jouer pour moi. J'ai sorti 600 balles et je les ai perdues, évidemment. J'étais au téléphone, je fais 16, ouais, non, ok. Et voilà. T'as fait jouer un mec. J'ai fait jouer un mec pour moi, tu te rends compte? Pas la dopamine tu vois pas la boule qui tourne devant toi. Mais non. C'est débile, tu vois. Et toi, faut pas que t'ailles sur les casinos en ligne. Comment? Non, mais de toute façon, je peux pas, hein, puisque je me suis fait interdire moi-même. Donc, c'est interdit pendant 3 ans dans toute la France. Ça inclut le poker aussi. Ça, j'y connais rien. Okay, c'est juste la roulette. Ouais, parce que t'es vraiment cousin de Patrick Bruel, donc tu pourrais jouer. Ah oui, non, pas du tout. J'y connais rien. T'as d'autres addictions? J'avais celle-là, et puis... T'as pas eu de problème de drogue, Non, pas du tout. Ça, c'est... T'es pas un vrai mec du showbiz. Non. Non. On te l'a jamais dit ça? Genre quand tu bois pas, tu drogues pas, t'as pas dit? Je drogue pas. T'es pas vraiment du showbiz? Ouais, non, il y a que toi qui me l'a dit. Parce que moi on me l'a dit. Moi je bois pas, je drogue pas. Le showbiz il a changé. Alors moi quand je vois quelqu'un qui pour moi était dans le showbiz avant qu'il change, ouais, bien sûr. Je me dis peut-être qu'on t'a dit des choses. Non, je t'assure, non, j'ai jamais été. T'as que les jeux d'argent. Et les jeux d'argent c'était il y a pas longtemps. Ouais. Hein. C'était parce que je me suis fait larguer il y a 3 ans. Et je sais pas, j'ai voulu compenser en vivant quelque chose d'aussi fort, peut-être. Et je suis allé dans les casinos, j'ai gagné 900 balles. Et à partir de là, la chance du débutant. Et après, j'y suis retourné, j'ai gagné. Et après, j'ai perdu. Et pour rattraper De toute façon, c'est infernal. Tu gagnes, tu veux rejouer. Tu perds, tu veux rejouer. C'est fou, hein. Ne jouez pas aux jeux d'argent. Ah ouais, c'est dingue. Ça mène. C'est tellement excitant. Puis le casino est toujours gagnant, on le sait. Et c'est glauque, hein. C'est très glauque. Wow, putain, la clientèle, laisse tomber. C'est vraiment horrible. Tu vois les gens comme des zombies. Comme des zombies, c'est dingue. Je suis allé dans un casino. C'est fascinant, hein. C'est fascinant. Pour l'observation. T'es allé à Vegas? Non, jamais. Eh ben, c'était encore pire. J'ai pas été aussi loin. C'est encore pire.
Ah ouais. T'as été toi. Ouais, parce que je jouais au poker avant. Ouais. J'étais allé faire les World Series là-bas, tu vois, de poker. Putain, mais alors c'était des zombies quoi, qui font la manche pour mettre directement dans les machines. Donc c'est un truc effrayant quoi. Et surtout des mecs, comme tu dis, des zombies, des mecs qui ne regardent que la roue tourner. Là aussi, pareil, on me reconnaît très rarement parce que justement, sauf le croupier. Obsédés par, sauf le croupier, ils sont obsédés par ce qui se passe. Et il n'y a pas de joie. J'entends pas des mecs hurler de joie. Ouah, putain, j'ai gagné tel truc. Ouais. Moi, c'est ce que je faisais, hein. Ouais. Mais non, il n'y a pas. Non, ils gagnent des fortunes. J'ai vu des piles de jetons à Deauville. Mais vraiment, il y avait peut-être 60 000, 70 000 balles sur la table. Et les gars perdent. Ils réagissent pas. Ils gagnent, ils réagissent pas plus. C'est dingue. Et tu dis, et ils rejouent. Tu dis pourquoi t'es là, quoi. Moi, souvent, je disais, mais allez-y, partez, monsieur. Tiens, d'ailleurs, cette table, elle ressemble à. Ah merde, putain, les chemises. Figure-toi qu'en dessous, il y a une table de poker. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ah ouais. Tu l'enlèves, une table de poker, voilà. Parce que celui qui en soit, qui est un ami qui tient la brigade, d'ailleurs, qui s'appelle Tristan Clémenceau, a été joueur de poker professionnel. Donc le jeu, c'est quelque chose qui me parle. C'est dingue. On arrive à la fin de cet épisode de ce podcast. Un mot pour la fin, Elie. Très bien. C'est génial de pouvoir discuter de tout et de rien. Comme ça, librement, de tout et de rien. J'espère juste à chaque fois que certaines phrases vont pas être... c'est le jeu d'Internet. C'est le jeu d'Internet. Voilà. Surtout quand tu parles comme ça, sans perso, là, généralement, les gens, parfois ils vrillent. Bah voilà, il y en a qui vont vriller, tant pis. C'est pas grave. Allez voir le spectacle d'Elysée Moon, Cactus, que tu joues dans toute la France et dans toute à l'Européen. La France et à l'Européen. Je sais pas quand le podcast va sortir. Il sort dans un petit mois et demi. Ce sera rendez-vous à l'Européen pour les Parisiens. C'est ça. Les mardis et mercredis à l'Européen pour les Parisiennes et en tournée dans toutes les France. Voilà. Cactus. Dans toutes les France. Dans toutes les France. Qu'il y en a. Merci à toi. Merci Elysée Moon, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. Moi me concernant, je joue la dernière de mon spectacle le 30 avril au Grand Rex. Ce sera la toute dernière du premier spectacle que tu as vu à l'Olympia. Que j'ai vu, j'ai adoré. Merci, c'est gentil. Merci vraiment. beaucoup, ça m'a fait plaisir de vous avoir dans la salle. Et merci pour tes retours. J'ai appliqué tes retours. C'est vrai? Génial, je suis content. Parce que j'ai trouvé que tu avais raison et que il y a personne qui m'a fait des retours comme ça. Tu t'habilles toujours comme une merde, je comprends. Non mais voilà, on joue pas à l'Olympia comme on joue dans un comedy club. Ça c'est sûr. Ouais, t'as raison. Concernant le podcast, Ilias, du coup, t'as des trucs à dire? Et continuez à écouter le podcast, s'il vous plaît. Si vous êtes déjà là, c'est que ça vous a plu. Merci beaucoup. Un grand plaisir d'avoir reçu Monsieur Elysée Moon. Merci. Et il y en aura d'autres encore bientôt. Likez, commentez, n'hésitez pas à partager à plein de monde pour que ça continue le projet. Nous on kiffe et on espère que vous aussi. Et nous on publie donc cet épisode une fois par mois et c'est tous les premiers jeudis du mois. Donc venez nous écouter sur le podcast de Franjo partout sur les sites d'écoute en ligne. Merci et au mois prochain. Bisous. Merci. Salut.